2, il est 12 heures. Ravi de vous savoir fidèle à la chaîne 2. Il est 12h effectivement à Bamako et à Ouagadougou dans l'AES. Merci de garder votre position d'écoute et c'est parti pour InfoCité. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Oumar Kamara. Au sommaire, hier, le Mali a eu 64 ans et l'anniversaire de l'indépendance s'est fêté dans la sobriété. Dans cette édition, on parlera de l'historique de la célébration de cette journée de résistance et nous vous ferons découvrir la salle dans laquelle l'indépendance du Mali a été proclamée pour la première fois par le président Modibo Keïta. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui la journée internationale des langues des signes. La commémoration du 23 septembre vise à soutenir et à protéger l'identité linguistique et la diversité culturelle de toutes les personnes sourdes et malentendantes, ainsi que l'ensemble des personnes qui utilisent la langue des signes. Les monuments qui embellissent la capitale n'ont pas que des valeurs décoratives. La plupart ont une histoire et ils véhiculent aussi des messages. Notre reporter Tanavet Sangaré nous fera découvrir quelques-uns, un dossier à suivre tout à l'heure. InfoCité, c'est aussi l'actualité internationale qui sera développée en direct dans ce studio par Cheikh Amadou Diarra. Et dans la page sport, on parlera de l'événement du jour, la finale de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta qui se joue cet après-midi. Voilà pour le titre, les détails dans un instant. Nous sommes lundi 23 septembre 2024, mesdames et messieurs. Bonjour, ravi de vous retrouver dans InfoCité. Célébration hier du 22 septembre au génie militaire, une cérémonie riche en couleurs avec un défilé militaire impressionnant. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a présidé les festivités. Il place ce 64e anniversaire sous le signe de la lutte contre le terrorisme et la coopération sécuritaire de la Confédération des États du Sahel pour y faire face. Le président Goïta apprécie aussi l'engagement des Maliens aux côtés des forces armées. Il appelle à l'union sacrée autour de la patrie. Je vous le disais dans les titres, la commémoration du 22 septembre est historique au Mali. Autrefois célébrée avec une grande ferveur patriotique, cette journée de résistance a été célébrée dans la sobriété cette année et même l'année dernière. Comment le 22 septembre était célébré? Qu'est-ce qui a changé? On en sait plus avec notre reporter Issa Daou. A proclamé comme État indépendant et souverain la République soudanaise. C'est sur ces mots que Modibo Keïta proclama l'indépendance du Mali. Un 22 septembre 1960, date qui restera fortement ancrée dans les annales du Mali. Dans les années qui ont suivi cette date, la fête de l'indépendance était synonyme de grande ferveur patriotique. Fanta Sako, septuagénaire, a encore souvenance de ces moments. Je fêtais le 22 septembre depuis le temps de Modibo Keïta. Étant plus jeune, je partais suivre les défilés au boulevard de l'Indépendance. Quand Modibo passait, nous l'acclamions. Après Modibo Keïta, vint le temps de Moussa Traoré. À cette époque, nous portions des uniformes pour l'occasion et lors du défilé, je suivais avec attention tous ceux qui défilaient des militaires aux pionniers. Aucun détail ne m'échappait. Les festivités de l'indépendance étaient une explosion de fierté nationale, nous confie Ismaël Anampé, enseignant à la retraite. Auparavant, quand le 22 se fêtait, c'était un grand événement car depuis la veille, le soir, on allumait le flambeau avec les pionniers et ce que j'appréciais le plus, c'était le grand défilé au boulevard de l'Indépendance. Après plus d'une soixantaine d'années, fort est de constater que la célébration de l'indépendance a pris un ton de sobriété. Plusieurs facteurs expliquent ces changements. Fodé Sako, citoyen. Moi, je pense que le contexte sécuritaire actuel de notre pays ne nous permet pas de faire des regroupements de masse. Raison pour laquelle on ne peut plus organiser des défilés militaires à grande échelle comme auparavant. Maintenant, je regarde directement à la télé. Ismaël Anampé, ancien retraité. Je me souviens que depuis le temps de Moussa Traoré, on nous disait de célébrer l'indépendance dans la réflexion. Il y a eu des années même où il n'y a pas eu de défilé, c'est le même cas aujourd'hui, vu le contexte actuel du pays. Cependant, malgré ces contextes difficiles, l'esprit de commémoration, quant à elle, reste intact. Les Maliens continuent de célébrer ces jours avec un sentiment de patriotisme, à l'image de Araïsatou Maïga et Noun Togola, tous deux venus acheter des drapeaux. En tant que digne fille de ce pays, ce que nous pouvons faire, c'est de nous procurer des drapeaux pour décorer nos maisons et montrer notre patriotisme. En un mot, pour montrer qu'on est fier de notre pays. On est fiers de ça, quoi. Noun Togola, citoyen. C'est avec une grande joie qu'on est là aujourd'hui à acheter les drapeaux pour magnifier vraiment notre degré de patriotisme. On n'a pas d'autre pays que ce pays-là.
de commémorer les grandes dates. La célébration de l'indépendance du Mali reflète les évolutions du pays, de la joie éclatante des premières années à des festivités plus sobres aujourd'hui. Elle témoigne des défis et victoires du Mali. Chaque génération réinvente cette fête tout en préservant l'héritage des pères fondateurs. Bonne fête de l'indépendance à notre chère patrie. Le Mali a fêté son 64e anniversaire hier. Cette indépendance a été acquise au moyen des sacrifices ultimes des pères fondateurs. Et pour ce 22 septembre 2024, nous allons partir à la découverte de la salle dans laquelle l'indépendance du Mali a été proclamée pour la première fois par le président Modibo Keïta. C'était à l'intérieur d'un établissement scolaire de Bamako. Il faut le rappeler, c'est à l'issue d'un congrès extraordinaire en 1960 animé par l'Union soudanaise pour le rassemblement démocratique africain USRDA que l'indépendance du Mali a été déclarée à l'intérieur de ladite salle. Jusqu'à nos jours, la salle de l'indépendance du Mali accueille des événements de notre pays. Infocité met en lumière la grande salle de l'indépendance du Mali. C'est un dossier signé Cheikh Amadou Diarra. Bon, à mon avis, on peut dire que l'indépendance a pris part à Bamako. Dans quel lieu de Bamako? Bon, pris part, je l'ignore en réalité. A été proclamée République du Mali. Je propose la maison du peuple. Ils sont nombreux, nos concitoyens, à ne pas connaître le lieu dans lequel l'indépendance du Mali a été proclamée. A proclamé comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong. C'est dans cette salle du lycée technique de Bamako que la République du Mali a vu le jour. Nous sommes en 1960. 2 mois après l'éclatement de la Fédération du Mali, le secrétaire général du parti de l'Union soudanaise pour le rassemblement démocratique africain, USRDA, Modibo Keïta, convoque au lycée technique de Bamako un congrès extraordinaire. Sur place, lors de la réunion, il proclame la naissance de la République du Mali. C'était un 22 septembre. A proclamé que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. Ogobassa Saï, directeur national de l'enseignement technique et professionnel. C'était une grande salle de réunion pour le lycée technique de Bamako. Lorsque les gens voulaient se rencontrer, lorsqu'il y avait des festivités au niveau du lycée technique, donc c'est dans cette salle que ça se faisait. Alors, il fallait organiser un congrès. Puisque c'est une grande salle, les gens se sont réunis là-bas et c'est là-bas que le président Modibo Keïta a fait son discours mémorable. Le Soudan français devenait le Mali. Et quelles sont les aspirations, un discours d'orientation. La salle proprement dite est logée au premier étage du lycée technique. Au fil des années, elle sera transformée en 3 salles de classe pour accueillir des élèves. Alors en 1961, le gouvernement du Mali, par une loi, a transformé le collège technique de Bamako en lycée technique. Et bien sûr, lorsque il y a eu des pénuries de salles, nous avons transformé cette grande salle en 3 salles que les anciens du lycée technique connaissent bien, qu'on appelait la salle 16A, la salle 17A et puis une salle de reprographie au milieu. Nous sommes en 2024. La direction, à travers le département de l'enseignement supérieur, a décidé de faire du lieu une seule et grande salle de conférence pouvant accueillir plus de 200 personnes. Cheikh Abdulkader Boli, proviseur par intérim du lycée technique. En 2010, le lycée a fait l'objet d'un réaménagement un peu. C'était 2 salles de dessin ici. On a cassé le mur central pour en faire cette grande salle rectangulaire. La salle de l'indépendance joue le rôle de salle de réunion, d'autres activités pédagogiques et pour le lycée technique et pour les autres partenaires de l'éducation. Aujourd'hui, la grande salle de l'indépendance demeure un symbole de la fin de la colonisation. Elle incarne l'identité de notre souveraineté. D'ailleurs, elle a servi de cadre pour la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée en 2023. Vous venez de faire la découverte de la salle dans laquelle la République du Mali a été proclamée pour la première fois. Quelles sont vos impressions? Moudi Kaba, étudiant. Je suis content de le savoir, parce que ça fait partie de notre histoire quand même. Ça veut dire que le lycée technique du Mali est quand même emblématique. La libération de tout un peuple est passée par là. Mariam Kone, étudiante. Cette salle, elle doit être vraiment valorisée. Il faut signaler que cette salle continue d'inspirer plus d'un depuis le 22 septembre 1960. Elle est le témoin de l'histoire politique de notre pays. C'est pourquoi elle est classée au patrimoine national. Dans la mouvance des activités de célébration du 22 septembre, le mouvement national Mali Diobara, en partenariat avec l'Alliance démocratique pour le peuple malien, a organisé une journée de reboisement à Kati. L'activité est dénommée Assimiyiri, autrement dit l'arbre de Assimi. Il s'agit de planter une 50aine d'arbres baptisés Assimiyiri.
L'objectif est de soutenir le président de la transition et de sensibiliser la population sur ses actions salutaires pour la souveraineté du Mali. Écoutons ensemble. Cette plante qui n'a pas de nom en bambara est désormais baptisée dans notre pays Assimiyiri à travers cette journée de reboisement à la veille du 22 septembre. L'objectif est d'immortaliser le nom du président de la transition et de vulgariser ses œuvres salvatrices. Modibo Siribé, président du mouvement national Mali Djobara. C'est un choix patriotique en reconnaissance de tout ce que Assimi est en train de faire pour le Mali et pour l'Afrique. La défense de la patrie, le don de soi, des militaires, de tous les FAMA. C'est ce qui a fait que nous, on s'est dit, on ne peut pas rester en marge. Donc il faut qu'on initie des activités pour vraiment reconnaître leurs actions. C'est une cinquantaine d'arbres qui ont été plantés en guise de reconnaissance au bienfait du président de la transition. Au dire des organisateurs, un arbre a beaucoup de vertus et Assimi aussi est une chance pour le Mali et pour les peuples africains. Aboubacar Sergi Fomba, président de l'Alliance démocratique pour le peuple malien. Assimi Goïta est devenu aujourd'hui un bouffée d'oxygène pour le Mali et pour toute l'Afrique. Les 2/3 du territoire étaient occupés. Aujourd'hui, le Mali a l'autorité sur tout son territoire. Donc avec lui, on a pu respirer. Vous savez, l'arbre là, les racines permettent de maintenir le sol et de maintenir la stabilité. Aujourd'hui, il a été l'homme de la stabilité au niveau du Mali et au niveau de l'AES. La cérémonie a été magnifiée par la participation des autorités administratives et coutumières aux activités. Aruna Berthier, deuxième adjoint du préfet de Kati. L'acte, il est vraiment symbolique et salutaire. Qui connaît la valeur de l'homme, c'est une fierté pour la jeunesse et pour tous les Maliens et pourquoi pas pour toute l'Afrique. Et demander aussi à la population de Katikoura de bien prendre soin de ces arbres-là. Modibo Siribé, chef de quartier de Katikoura. Moi, je me suis déplacé par civisme. À 80 ans, je crois que je dois connaître l'intérêt de ce pays-là. Et sous Assimi, nous sommes fiers d'être maliens, comme nous l'avons été sous Modibo Keïta. Le reboisement, c'est une petite chose vraiment pour lui. Le mouvement national Mali Djobara a été créé en 2022. Il œuvre pour le soutien de la transition sous le leadership du président Assimi Goïta à travers des actions citoyennes comme la sensibilisation de la population et le reboisement. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Pour le tour d'horizon de l'actualité internationale, nous recevons en direct dans ce studio Cheikh Amadou Diarra. Bonjour. Bonjour Cheikh Oumar Kamara. On commence par le Ghana, arrestation de plusieurs dizaines de militants de la société civile lors d'une manifestation à Accra. Plusieurs dizaines de manifestants et de membres de la société civile ont été arrêtés hier lors d'une manifestation à Accra, la capitale du Ghana. Ce rassemblement visait à dénoncer l'inaction et la corruption du gouvernement face aux mines d'or illégales, selon l'ONG Démocratie Hub. Pour la directrice de la communication de la police ghanéenne, leur arrestation fait suite au blocage d'une intersection routière d'Accra. Direction le Tchad, une rentrée hypothéquée par les inondations dans le lycée de Djamena. Les inondations au Tchad depuis juillet dernier ont fait plus de 500 morts, dont 1,7 million de personnes affectées, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires dans ce pays. C'est dans ce contexte que doit s'effectuer la rentrée scolaire pour les élèves de 3e et de terminale aujourd'hui. Une rentrée difficile à envisager dans certains établissements de la capitale. Pour cause, l'établissement est inondé. Le niveau d'eau dans les salles de classe est à hauteur des genoux. Au Soudan, les forces de soutien rapide lancent une offensive à large échelle sur El Fasher après des mois de siège. Oui, au Soudan, El Fasher, capitale historique du Darfour, est assiégée depuis plusieurs mois des conflits. Hier, les autorités sanitaires ont recensé 14 civils tués et 40 autres blessés selon une source médicale. La même source explique que cette violence oblige les personnes d'enterrer leurs proches là où ils sont tombés plutôt que de braver les combats pour tenter de les transporter à l'hôpital. Le président américain Joe Biden a appelé il y a 2 jours les deux adversaires à retirer leurs forces d'El Fasher. Enfin, en Tunisie, une manifestation organisée à Tunis contre un projet d'amendement de la loi électorale. Convoquée en urgence hier en Tunis, la manifestation visait à protester contre l'annonce d'un projet d'amendement de la loi électorale en pleine campagne pour la présidentielle du 6 octobre prochain. Le texte en question entend délester le tribunal administratif de son rôle d'arbitrer en cas de litige post-électoral. À 2 semaines du scrutin, les ONG et les partis encore actifs dans le pays promettent de descendre à nouveau dans la rue pour protester contre ce qu'ils appellent le retour de la dictature. Voilà, Cheikh Oumar Kamara, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Cheikh Amadou Diarra, merci pour toutes ces précisions.
Sur un tout autre plan, notre rédaction s'intéresse au monument incontournable à l'embellissement de Bamako. Ces édifices sont considérés comme des sculptures ou des ouvrages architecturaux permettant de rappeler un événement historique. Si les récits qui racontent ces monuments sont connus de peu de monde, ces édifices sont appréciés par beaucoup de Bamakois. Tanavel Sangaré a sélectionné quelques-uns de ces édifices pour nous raconter leur histoire et leur importance. Suivons son reportage. Quelle destination? Bamako. Mesdames et messieurs, nous vous informons que le vol 123 en provenance de Ouagadougou a atterri. Nous invitons tous les passagers à se présenter au terminal 2. Visible un peu partout à Bamako, les monuments font de la capitale malienne une ville riche en patrimoine culturel, éblouissante et historique. C'est le cas pour la Tour de l'Afrique, majestueusement dressée à Faladje, en commune 6 de Bamako, en venant de l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou. Conçu comme un baobab, au-dessus une jarre perchée avec les doigts bouchant les trous de la jarre pour éviter que l'eau ne sorte. Ceci ressort de l'histoire du roi Glélé du Bénin. Elle symbolise l'intégration, la solidarité des États africains. La place Contron-Issané, située à Nyarela en commune 2 du district, rend hommage à la confrérie des chasseurs. Contron et Sané sont des divinités de la chasse. Sané est la femme du chasseur Contron qui a révélé beaucoup de secrets à son mari. 3 personnages emblématiques de la chasse traditionnelle y figurent. Le Simbo, maître des chasseurs, le Soura, musicien et le Donso, chasseur. Dressé de façon plus expressive, Bamako présente le monument des martyrs tout juste à la descente du premier pont. Le monument des martyrs rend hommage aux victimes de la révolution malienne de 1991. On voit une femme en pleurs à genoux devant son enfant. Ensuite, une œuvre montrant des manifestants que surplombe une victime hurlant de douleur. En plus de leurs histoires, l'importance de ces monuments pour le patrimoine national est remarquable. Daouda Kone, chef de division du parc public et des monuments à la Direction nationale du patrimoine culturel. La plupart de ces monuments-là sont construits sur les carrefours. C'est-à-dire aussi les monuments participent à l'embellissement de la ville. Et aussi, on peut exploiter ces monuments-là à des fins touristiques. Au cours de cette recherche, nous avons aussi approché des citoyens pour recueillir leurs avis sur ces édifices. Cheikh Oumar Ouattara, transitaire. La Tour de l'Afrique évoque l'unité africaine et la paix entre les États africains et ceci a été toujours la vocation du Mali. Elle valorise notre culture et surtout en termes de tourisme. Céline Nyangadou, commerçante. De ma part, le monument des martyrs est une reconnaissance aux acteurs de la lutte pour la démocratie. J'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je regarde ce statut, surtout étant une maman. La mise en valeur de ce riche patrimoine culturel contribue au rayonnement du Mali et au développement local avec surtout l'économie touristique. Un autre titre de cette édition proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2017, le 23 septembre marque la célébration annuelle de la Journée internationale des langues des signes. Cette journée vise à sensibiliser sur les problèmes et les défis de la communauté sourde et malentendante, à célébrer et à magnifier la richesse de la culture de la langue des signes et à promouvoir la diversité linguistique. Notre reporter Fatmata Togola est allé recueillir quelques témoignages. Suivons son reportage. La Journée internationale des langues des signes, moyen de communication pour la communauté sourde et malentendante, est une journée où le monde met en lumière la richesse de l'expression humaine, rappelant que la communication ne se limite pas seulement aux paroles. Makankouni, directeur du préscolaire à l'école EDA, École des déficients auditifs, parle de l'avènement de la journée et l'objectif recherché. La langue des signes a été mise en valeur à partir du 23 septembre, dont ils ont eu leur arrêté comme quoi la langue des signes aussi est reconnue comme une langue internationale. Donc c'est pour cela que nous célébrons la date du 23 septembre comme journée internationale de la langue des signes. Les objectifs sont si nombreux, mais ce qui est intéressant, pour créer une langue, il faut des idées. Et cette langue permet aux sourds non seulement de se communiquer entre eux, et aussi d'être en contact avec les personnes en situation ordinaire. Maintenant, les sourds se disent qu'il n'est plus en situation de handicap. Moussa Keita, président de l'Association des interprètes à langue des signes,
nous confie que l'organisation entreprend beaucoup d'activités afin d'améliorer l'apprentissage des déficients auditifs. Nous travaillons sur plusieurs thématiques, notamment le renforcement des enseignants des écoles pour sourds en langue des signes. On travaille sur l'élaboration des outils pédagogiques, le manuel scolaire des élèves sourds, la formation aussi des personnels des services privés au public pour renforcer l'accessibilité des services sociaux de base aux personnes sourdes. Donc notre combat aujourd'hui, c'est de rendre cette langue officielle. La langue des signes est d'une importance capitale. Elle incarne le droit fondamental de chaque individu à communiquer. Demba Diallo a appris la langue des signes. Cela a facilité sa communication avec son enfant. Il invite donc tous à s'intéresser à cette langue. La parole n'est pas seulement expressive ou vocale, elle est aussi gestuelle. Pour nous les parents, c'est une grande satisfaction. Nos enfants n'entendent pas, ils ne savent pas parler. C'est avec la langue des signes qu'ils parviennent à communiquer avec le monde extérieur. C'est avec la langue des signes qu'ils sont alphabétisés. Quand un événement est traduit à la télé en langue de signes, ils n'auront pas à demander à quelqu'un. Avec la langue de signes, la barrière est levée. Il n'y a plus de blocage. Je demande aux parents de venir à l'EDEA pour apprendre la langue de signes afin de pouvoir communiquer très bien avec leurs enfants. Mariam Diakité est enseignante. C'est avec surprise qu'elle apprend l'existence d'une journée dédiée aux langues des signes, initiative qu'elle salue. Personnellement, je ne connaissais pas la célébration de cette journée de langue des signes. Je trouve que c'est une bonne chose car ça permet aux déficients auditifs de se passer de leur situation handicap. Tout ceci démontre que l'handicap ne doit pas être un frein dans l'intégration d'une personne et que la diversité de la culture linguistique contribue au développement et à l'épanouissement. En promouvant la langue des signes, nous ouvrons la voie à un monde où chacun peut s'engager dans un dialogue constructif pour une société plus inclusive et plus diversifiée. Pour le tour d'horizon de l'actualité sportive, nous recevons en direct Awa Kamisugo. Bonjour. Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. La Supercoupe Colonel Assimi Goïta connaîtra son épilogue ce lundi au stade Mamadou Konaté. En finale, cet après-midi, le CNT jouera contre Koulikoro. Et oui, vous l'avez dit, Supercoupe Colonel Assimi Goïta, la compétition connaîtra son épilogue ce lundi au stade Mamadou Konaté, c'est à partir de 15h. La finale oppose cet après-midi les CNT à Koulikoro. En prélude à la finale, la cérémonie de clôture sera marquée par plusieurs activités, dont un match de l'ouverture du rideau qui va opposer la présidence avec l'équipe CNT. Au dire du président de la commission d'organisation, le commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tungara. Le Djolba AC se qualifie pour la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique de football. Hier, en match retour du deuxième et dernier préliminaire, les Rouges ont battu les Togolais de Asko Dikara par le score d'1-0. Ligue des champions d'Afrique de football, le Djoliba AC se qualifie pour la phase des groupes. Une première pour un club malien depuis la réforme de 1997. En match retour du deuxième et dernier tour préliminaire de la Ligue des champions, le Djoliba AC en déplacement à Lomé s'est imposé 1-0 devant l'AS Kodekara du Togo. But inscrit à la 89e minute de jeu par Zoumana Sempra, entré en cours de jeu. Totale délivrance pour les Rouges qui avaient déjà tracé la voie du succès au match aller en gagnant à domicile par le minimum d'1-0. Avec cette victoire historique, qualification pour la phase des poules de la Ligue des Champions, le Djoliba AC brise ainsi les signes indiens de 27 ans pour le football malien, puisque depuis la réforme de la compétition en 1997, aucun club malien n'avait réussi à intégrer ce cercle fermé des grands. C'est donc désormais chose faite pour le Mali après 17 tentatives, dont 9 pour le stade malien de Bamako, 6 pour le Djoliba AC et 2 pour l'AS Real. Du coup, le coach Demba Mamadou Traoré et ses joueurs rentrent dans l'histoire comme ce fut le cas en 2008 pour Djibril Dramé et ses joueurs au stade malien de Bamako qui ont permis au Mali d'accéder pour la première fois à la phase des poules de la Coupe de la Confédération. Justement,
Parlant de la Coupe de la Confédération, le Stade malien de Bamako s'est à nouveau qualifié pour la phase des groupes en match retour deuxième et dernier tour vendredi. Les Blancs de Bamako ont battu PSV du Libéria 3-1 à l'aller à Monrovia. Le Stade avait perdu 1-0 au match aller. Avec cette double qualification en compétition africaine cette année, le Mali fait le 2/2, ce qui laisse présager un retour gagnant du Mali dans les quotas du football africain. Les Aiglons sont désormais éliminés du tournoi de la zone A de l'UEFOA pour la qualification de la CAN U20. En match comptant pour la deuxième journée du groupe B hier, le Mali a été tenu en échec 0-0 par la Gambie. Le Mali ne sera pas présent à la CAN U20. Les Aiglons ont été éliminés hier au tournoi zone A de l'UEFOA pour la qualification à la CAN U20 qui se déroule au Libéria. Au compte de la deuxième journée du groupe B hier, le Mali et la Gambie ont fait match nul 0 but partout. Donc, pas de phase finale pour les Aigles I20 avec leur coach Soumaïla Coulibaly, Soumaïla Ba. Pour terminer, on va parler de la Coupe du Mali de handball qui donne son coup d'envoi demain mardi. Le temps sera donné par les dames avec la rencontre COL-COM au Palais des Sports Salamatou Maïga. Et oui, Cheikh, la Coupe du Mali démarre ce mardi. Cette compétition regroupe 6 meilleures équipes du championnat national en dames et messieurs. Elles sont reparties en 2 poules, 3 équipes. Déjà pour la première journée de demain, les dames du centre Onespoir de Missabougou COM et celles du centre Onespoir de Lafiabou COL seront à l'honneur d'ouvrir le bal. Cette rencontre sera suivie du match Isfas Maïra de Kati en homme. Toutes les rencontres se joueront au Palais des Sports Salamatou Maïga. La finale est prévue pour le 29 septembre prochain. Merci Awa Kamisogo pour toutes ces informations. À présent, la couleur du temps avant de boucler cette édition. À 12h passées de 27 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 30 degrés Celsius. La maximale sera de 31 degrés et le coucher du soleil est prévu pour 18h26 minutes. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Cheikh Oumar Kamara, mise en onde Mamadou Diakité, réalisation Cheikh Amadou Diara, Ousmane Guindo, coordination Salim Tandao, Aminata Konati. Merci de votre constante fidélité à la 95.2 FM et bonne suite de programme. À nous revoir.